Bonjour Mathieu Bocoté, sorti chez Bonjour. Fadia. Bonjour. Vous avez toujours un bonjour plein d'énergie. Oh, c'est une question de tempérament. Donc vous êtes pessimiste ou optimiste? C'est pas la même chose. Pessimiste, je pense, sur la nature des choses humaines. C'est-à-dire, fondamentalement, on va tous mourir. Ça commence mal. Ensuite, les pays que nous aimons vont finir par se décomposer. Mais en dernière instance, l'existence est une joie, une grâce. Donc, on s'y entre d'un côté cette grâce et de l'autre côté la certitude que tout va mal. Mais comme disait Bainville, tout a toujours mal été. Donc, ça va. Mathieu Bocoté, dans le pessimiste joyeux qui défend un conservatisme charnel et joyeux, le monde n'est pas une pâte à modeler pour les idéologues, mais un héritage sacré à transmettre, et seul l'enracinement dans la continuité, la mémoire et les réalités concrètes sauvent l'homme du déracinement et de la manipulation contemporaine. Mathieu Bocoté, qu'est-ce qui vous rend le plus joyeux dans votre pessimisme ? Enfin, je dirais tout simplement, c'est l'existence, vous l'avez dit, charnelle, incarnée. C'est-à-dire, je pense qu'une des raisons pour lesquelles les gens de gauche sont si souvent tristes, c'est que la condition de leur bonheur dépend de la perfection sociale. C'est-à-dire, globalement, leur société parfaite existerait, et alors ils seraient heureux, sinon ils portent l'injustice du monde à la manière d'un poids qui les écrase totalement. Tant que le monde ne sera pas parfait, ils ne seront pas heureux. Je pense que c'est la plus mauvaise manière d'aborder l'existence. Chesterton, le grand écrivain britannique, disait quant à lui que c'est une grâce que d'exister. Et ça, c'est le point de départ. Donc, l'existence charnelle, des choses tout à fait simples, c'est-à-dire l'amitié, le bonheur des conversations, le bonheur du repas, le bonheur de l'amour, le bonheur des combats menés en commun. Donc, il y a, je pense, la question du bonheur, la question de la joie. La joie est une question du pli de l'âme, ça, j'en suis convaincu. C'est une prédisposition existentielle. Il y a des gens qui sont toujours tristes, on n'y peut rien, on leur annoncerait qu'ils ont gagné le milliard, qu'ils peuvent manger du fromage sans jamais avoir de soucis de santé, puis ils pourraient boire autant qu'ils le souhaitent. Aucun souci. Et bon, quoi qu'il en soit, ils seraient tristes. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a une forme de prédisposition qui est la chose la plus importante. Et ensuite, la cité existe, le politique existe. Du coup, on en parle tous les soirs. Les choses de la cité existent, mais celui qui ne conserve pas une part de joie privée, d'intimité, de densité existentielle, de densité charnelle, celui-là est condamné, en fait, à pleurer tous les jours avec la cité. Mathieu Bocoté, en direct sur Europe 1, il est 12h08. C'est dingue parce que je vous parle tout de suite de pessimisme, de joie, et vous me parlez de la gauche. Oui, parce que... C'est l'un de vos premiers mots. Tout de suite, vous politisez le bonheur. Alors, je ne politise pas le bonheur, je constate que certains le politisent et je m'en désole pour eux. C'est-à-dire que ceux qui, par exemple, dans l'espace, parce que la gauche, au sens, non pas au sens de programme politique, mais comme philosophie, la gauche a comme cette prétention qu'il est possible globalement de construire une société à peu près parfaite en ce monde. C'est un monde délivré du péché originel. C'est un monde qui serait une société... Or, inévitablement, ça n'arrivera pas. L'être humain est tiraillé par des contradictions, il y a un désir d'enracinement chez lui, de liberté, il y a un désir d'autorité, il y a un désir aussi de dissidence quelquefois. Or, celui qui fait tenir son bonheur dans, comme je le dis, une société un peu parfaite, parfaitement agencée. Soit dit ça par ça, c'est le formol. C'est terrible. Imaginez une société parfaite. Il n'y a rien de plus insupportable sur Terre, parce que dès lors, chacun est enfermé dans son rôle. Personne ne peut en bouger, sinon il vient corrompre ou abîmer cette belle perfection. Je préfère la liberté désordonnée à l'égalité tatillonne des bureaucrates, ce qui nous ramène à la gauche. Mathieu Bocoté, en direct sur Europe 1. Il est à 12h10. Gabrielle Cluzel est à côté de vous. Elle va peut-être vous poser une question. Ensuite, je vous poser une question sur quelle est la plus grande illusion de l'homme contemporain selon vous. Mais après, Gabrielle Cluzel, ça, c'est pour vous permettre de réfléchir en tant que grand sociologue et essayiste. Je sais que vous avez 4 heures. D'abord, Gabrielle Cluzel. Alors, vous dites pessimiste joyeux, mais néanmoins pessimiste, mais est-ce que vous n'êtes pas tout simplement réaliste? Vous avez dit vous-même, la gauche, par exemple, ne croit plus au péché originel. La gauche qui serait plutôt optimiste, triste. Ça serait sûr. Votre miroir inversé. La gauche qui peut-être est rousseauiste dans l'âme et croit que l'homme est parfait, donc elle est toujours déçue. Est-ce que c'est pas plutôt du réalisme plutôt que du pessimisme? On pourrait dire les choses ainsi, mais je pense que la notion de pessimisme, c'est que c'est aussi une forme de lucidité sur l'existence, une lucidité non désespérée. Alors je vous explique la formule pour la petite histoire, c'est une formule que j'utilisais pour parler de mon père. C'est dans le pessimiste joyeux. Et mon père aussi, j'aurais pu lui dire. Et Laurent Dandrieux, avec qui on fait des échanges, dit mais ça te caractérise quand même pas mal. C'est très juste. Donc ça devient le titre.
Pour le reste, c'est une formule que je dis souvent face à l'info et qui me semble décrire exactement mon rapport au monde. L'être humain est généralement médiocre, trop souvent monstrueux, exceptionnellement lumineux, mais néanmoins capable d'une petite bonté pour peu que la civilisation l'y pousse. Ça, globalement, c'est ce que j'appelle mon pessimisme. Et le pessimisme, c'est aussi cette idée qui est triste, je crois. Nos pays vont finir par dire... Rome est tombé. Globalement, Rome est tombé, donc tout tombera. Et il y a quelque chose de triste à l'idée que les choses auxquelles nous tenons en ce monde finiront par se dissoudre. Alors, quel est notre rapport à nos pays, à la France, au Québec, ainsi de suite? Dans un pays, on a une forme de promesse d'immortalité. On essaie d'y laisser une trace qui va durer. Mais nous savons, au fond de nous-mêmes, qu'en dernière instance, tout cela sera poussière. Donc, comment, devant cela, ne pas avoir une forme, comme je dis, de pessimisme? Et de l'autre côté, ensuite, il ne faut jamais, ça je crois, devant cela, se dire simplement tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de gardien de ruine, être contemporain des derniers jours, témoin des derniers jours. Ça doit être absolument effrayant. Mathieu Bock-Côté, 12h12 en direct sur Europe 1, page 140. Longtemps, je me suis défini comme catholique. Lorsque vous parlez du paradis, entre guillemets. Catholique culturel. Ah oui, culturel. Page 89. Mon père m'avait mis devant la télé. Le communisme vient de s'effondrer. Il était tout heureux de nous expliquer en ce moment déterminant de l'histoire du monde. Je garde le souvenir ensuite de 1000 événements de plus ou moins grande importance qui témoignent déjà de mes obsessions. Le référendum de Maastricht, les élections européennes de 1999. Page 59, Mathieu Bock-Côté qui dit « On ne m'entendra jamais dire un mot d'anglais ». Ça, j'ai dit non, je voulais donner un mot sur mon père. Non, c'était page 21. Mon père considérait sévèrement la bête humaine. On marque une pause, on revient. Question, Mathieu Bock-Côté, quelle est la plus grande illusion de l'homme contemporain selon vous? Alors, c'est cette idée qu'il suffirait de se dépouiller de toutes ces couches de culture et de nature pour être absolument libre. Donc, je résume, un individu qui serait dépouillé de sa religion, de sa mémoire, de son identité, de sa langue, qui aurait arraché ses racines, il veut croire à ce moment qu'il serait absolument libre, alors qu'il serait en fait absolument nu, condamné à grelotter dans un monde trop froid pour lui. C'est une illusion terrible que de croire que c'est en se présentant comme à la manière d'un squelette décharné en ce monde que nous serons libres. Or, c'est la promesse des modernes. Je pense que la modernité n'a pas que des défauts. Il y a des progrès, il y a l'oncologie, il y a tout ça. Mais sur le fond des choses, dans son anthropologie, la modernité est une anthropologie du déracinement. J'ai l'impression que plus, appelé au standard de repas, si vous voulez interpeller Mathieu Bock-Côté, j'ai l'impression qu'effectivement, plus on va vers la modernité, plus on va vers le modernisme, etc., je ne sais pas comment dire, et plus effectivement on perd cette spiritualité. Je ne parle pas de croyance, mais je parle d'élévation de l'âme, je parle d'enracinement aussi. Et j'ai l'impression qu'effectivement, plus on se déracine, plus on perd sa voix. Gabriel Cluzel a une question, et puis j'ai d'autres questions à vous poser aussi. Mathieu Bock-Côté sur Europe 1. Est-ce que vous ne croyez pas que, parce que vous parlez d'optimistes joyeux, vous restez joyeux, bien sûr. D'accord? Parce que les optimistes joyeux dont vous faites partie, parce que je crois savoir que vous n'êtes pas le seul. Moi, je pourrais dire que Gustave Thibon était un optimiste joyeux. Un optimiste, j'en sais rien. Un pessimiste joyeux, pardon. Était un pessimiste joyeux. Et face à cela, on a la gauche qui est une optimiste triste. Est-ce que vous ne croyez pas que cette joie, elle est liée au fait que à droite, ou en tout cas du côté des conservateurs, c'est toujours compliqué de définir cela, mais des enracinés, eh bien on a gardé les petites sociétés de base qui font la joie. Quand je vois la gauche, par exemple, s'attaquer au canon français, qui n'aime plus faire la fête, est-ce que ce n'est pas l'explication de votre joie qui paraît oxymorique avec votre pessimisme? Alors, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental ici, c'est qu'il y a une existence intégralement idéologisée, intégralement politique. Il y a quelque chose, tu sais, la politique me passionne, c'est un secret pour personne, mais une existence qui serait intégralement idéologique serait une existence atroce. Et c'est pourquoi vous appelez donc, le canon français, ce que j'appelle le banquet, les plaisirs de l'amitié, les plaisirs de la conversation, ce que j'appelle le verre de plus qui n'est jamais le verre de trop, les bonheurs, en fait, et la gastronomie, tout ça, ça se dérobe normalement un programme politique. Et pourtant, c'est une médiation essentielle au bonheur. Ça, je le crois absolument. Et vous noterez inversement le type de société qu'on nous programme aujourd'hui. La société, appelons ça une forme de puritanisme nouveau, une société de la surveillance généralisée. Prends pas un verre de trop, mange tes légumes, prends pas de vin rouge, prends plutôt de l'eau pétillante. J'ai rien contre tout ça en général, mais fondamentalement, il y a une espèce d'existence
encasernée de surveillance, une existence qui se méfie de tout ce qui déborde. Or, je pense que l'existence est belle aussi dans ce qui déborde, dans ce qui ne rentre pas dans les petites mon cases. cher Mathieu, c'est aussi parce que l'être humain a débordé, justement. L'être humain ne sait plus se contenir. On parlait des vacances tout à l'heure. Je monte dans un TGV, l'autre jour, je vais à Montpellier, aller-retour dans la journée. Tu t'installes tout de suite. Oui, alors, il faut téléphoner, mettez-vous sur les plateformes, respectez votre voisin, mais c'est la base. Oui, mais ça, vous avez absolument raison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'être humain a aussi tellement débordé, l'être humain est tellement aussi dépendant de tout ce que l'État doit lui dire pour gérer sa vie que finalement, on en est là Mais aussi. vous dites, avoir une vie très encadrée. C'est absolument fondamental. C'est insupportable. Moi, je vois deux choses là-dedans. Premièrement, on ne tient plus pour acquis qu'il y a des normes de base. C'est-à-dire, on doit tout nous dire à tout moment, sans quoi, sans qu'on ne le fera pas. Au même moment, et ça, je pense que des nouvelles technologies qui arrivent, il y a quelque chose d'assez fondamental avec ça, avec le fameux portable. Bon, Mathieu Bocoté sur Europe 1. Je pense que la psychologie de l'être humain est fondamentale. Vous savez, il y a un petit tyran qui dort en chacun d'entre nous. Personne n'est épargné par le désir d'être tyrannique pour son voisin. Or, qu'est-ce qu'on a donné aux mortels, aux gens, avec le fameux portable? Vous savez, ces conversations en public, moi, qui me rendent dingue. Donc, les gens parlent à leur portable et veulent que tout le monde soit témoin de leur conversation. Il y a quelque chose là-dedans, c'est une volonté d'imposer, d'occuper l'espace pour tous, pour que tout le monde soit témoin de « je suis le centre du monde ». Ça, c'est vraiment les conditions technologiques de l'époque ont libéré notre tyran intérieur. Et à ce moment précis, on aurait envie que quelqu'un apparaisse, non pas l'État, mais une espèce de seule figure d'autorité pour dire « mais ferme ton damné portable, fiche-nous la paix. Nous n'avons pas été tous témoins de ce qui se passe dans ta tête. » Mais ça, je pense que ce sont les règles de base du quotidien qui rendent la vie possible ou impossible. Mathieu Bocoté en direct sur Europe 1, il est 12h20. N'hésitez pas à appeler au standard d'Europe 1 si vous voulez lui poser une question. Le pessimiste joyeux qui vient de paraître aux éditions Fayard. Comment transmettre cet héritage face à la déconstruction actuelle, Mathieu Bocoté? Alors, je pense que le principe... Bon, on nous dira l'école, c'est la réponse convenue, mais c'est la bonne réponse. C'est-à-dire, l'école, c'est le lieu où on fait une proposition philosophique, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on juge absolument essentiel que d'une génération à l'autre, on doit le transmettre? Ensuite, ça se passe en famille aussi. Je crois que fondamentalement, c'est la condition, c'est la lecture. La lecture est la condition... Ça peut sembler très banal, mais la lecture est la condition de l'accès à la civilisation. C'est la possibilité de se concentrer, d'être sur une seule chose. Donc, quand on lit, on peut pas faire 3000 choses à la fois. C'est la possibilité pour l'imaginaire de se développer. On ne lit pas de la même manière après 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Et je pense que de ce point de vue, la capacité de renouer avec la littérature, mais aussi, et Gabriel le disait très justement aussi, avec les petites sociétés, l'art de vivre incarné. Donc, pas simplement tourner les pages doucement, ce que j'adore, mais l'art de vivre incarné, je pense que c'est ainsi qu'on va renouer avec nos propres cultures. Sinon, à terme, on sera tous à moitié américanisés, à moitié islamisés, et j'ai pas particulièrement envie de ces deux destins. Vous avez commencé à lire très tôt, vous, Mathieu Bocoté, justement. Oui, alors... Énormément. Alors, c'est le à bonheur. 16 ans, c'était 8, 10, 15 heures par jour de lecture. Moi, j'ai organisé ma vie sur la possibilité de la lecture. Je me rappelle, avant de venir m'installer en France, où le rythme de travail... Vous êtes un animal rare, hein? Oh, pourtant, je pense que c'était banal auparavant. Moi, je structurais ma journée pour avoir un bloc de lecture, mais qu'on n'avait pas le droit. Il fallait m'attaquer à la baïonnette pour me sortir de mon siège de lecture. Et ça, ça fait partie de ces bonheurs de nostalgie, parce que la vie m'a conduit aujourd'hui à restructurer autrement mon temps de lecture. Mais quand je suis en vacances, je m'installe, et le bonheur de retrouver le silence de la lecture, parce que je suis de ceux qui lisent en silence plutôt qu'avec de la musique. Cette lecture en silence fait partie du joyeux, des joies les plus intimes. Mathieu Bocoté en direct sur Europe 1 pour son livre Le pessimiste joyeux qui vient de paraître chez Fayard. Je voulais lire la page. Vers la fin du livre, vous parlez beaucoup effectivement de la gauche, effectivement de l'aspect politique. Page 164, la gauche ne débat pas et le grand rêve d'un débat apaisé entre la gauche et la droite relève de l'illusion. Moi, lorsque j'entends ça, je me dis que c'est fini. Je me dis qu'effectivement, là, c'est le pessimisme qui est en première ligne. Et je me dis que même, je me projette sur les chaînes info, je me projette sur... Voilà, c'est-à-dire que maintenant, on va vers la cristallisation des positions politiques, des positions des uns et des autres. Et pour vous, c'est fini, c'est fichu. Il m'arrive de croire que la démocratie libérale telle qu'on l'a connue, c'est-à-dire la possibilité du dialogue dans la cité entre des idéaux concurrents, j'ai l'impression que c'est un peu derrière nous, que la politique à l'échelle de l'histoire, c'est davantage conjugué avec la violence qu'avec la conversation. La politique relève davantage à l'échelle de l'histoire de la domination que de l'échange. Et nous sommes dans une époque où, par ailleurs, renaît la tentation du fanatisme, ce que j'appelle le réchauffement global des passions politiques. Et le fait est que
le clivage gauche-droite, qui structure le débat public depuis à peu près 2 siècles, 1 siècle et demi, ce clivage prédispose au fanatisme aussi. Parce que vous noterez, pour les gens de gauche, on ne dit pas pourquoi la droite a tort. Pour la gauche, quand vous êtes de droite, vous avez tort. Votre point de départ, on vous renvoie à droite. La gauche va avoir le monopole du débat, pas oui, le exactement. 166. Exactement. Et si vous ne vous inscrivez pas dans les différentes positions de gauche disponibles, vous n'êtes pas véritablement invité dans le débat public. Et moi, je pense que c'est plus que jamais vrai aujourd'hui. Vous pensez qu'on peut sortir de ça? Parce que si vous dites, comme vous dites, la gauche veut avoir le monopole du débat. J'ai l'impression qu'on va dans des temps avec de moins en moins de liberté. Et que la droite se couche devant la volonté de la gauche d'avoir le monopole du débat. Vous noterez que la gauche a un avantage aussi, c'est-à-dire elle a réussi à inscrire sa vision dans les lois. Donc, il est possible, si vous dérapez, comme ils nous disent à droite, comme à propos de la droite, si vous dérapez, on peut vous traîner devant les tribunaux. Si vous dérapez à l'université, on peut détruire votre carrière. Si vous dérapez dans les médias, on peut détruire votre carrière. Donc, le fait est qu'il existe un dispositif répressif. Donc, ensuite, on nous dit, oui, on veut un débat. Mais quel est le débat quand on regarde le service public? On en parle souvent, mais c'est un bon exemple. Il y a 50 nuances de gauche radicale. Et il y a un type de centre-droit qui peut être invité de temps en temps pour se donner l'impression du pluralisme. Et inversement, je note que quand sur des chaînes plus pluralistes comme CNews, par exemple, on invite des gens qui sont marqués à gauche, ils refusent de venir pour ne pas être contaminés. Oui. Moi, ça me fascine. Et pour obliger CNews à être justement à l'écart. Oui, moi, ça me fascine. C'est-à-dire respecter le pluralisme. Je crois que je vous en avais parlé une fois, ça m'avait frappé. Un type publie un livre absolument remarquable. Je veux le recevoir. Puis il travaille à France Inter. Je veux le recevoir à mon émission. Je l'invite. Il me dit oui. Puis 24 heures, juste avant de venir, il me dit je peux pas venir. Mes patrons ne veulent pas. Je dis d'accord, mais est-ce qu'au moins vos patrons vous permettent de parler de votre livre sur votre antenne? Il dit non, on n'a eu aucun écho. Donc moi, je lui propose de venir parler de son livre chez moi. Et il ne veut pas parce qu'on lui dit viens pas faire ton tour ici. Mais par ailleurs, dans son environnement, on ne traite pas de son livre. Il y a quelque chose là-dedans qui relève de l'esprit de censure. Ça me fait tellement peur. Et puis on est ensemble tous les soirs sur CNews depuis bientôt 5 ans, Mathieu Bock-Côté. Et à chaque fois, on voit cette société française qui va vers ce totalitarisme, cette société française qui se durcit, qui se cristallise. Tellement de questions à vous poser. On a Michael qui a une question à vous poser. Écoutez bien, j'adore cette question. Bonjour Michael. Bonjour à vous Christine, bonjour Gabriel, bonjour Mathieu, Michael. bonjour à tous. Bonjour. Alors, une question pour Mathieu Bock-Côté. Écoutez, bonjour, j'avais une question, enfin j'avais deux, mais au moins une. Je voulais savoir Mathieu, si pour vous, le pessimisme joyeux dont lequel vous parlez, ça peut être une démarche vraiment personnelle ou ça peut devenir vraiment une philosophie collective. Alors, je pense que c'est d'abord et avant tout personnel. C'est-à-dire, le rapport à l'existence, c'est donc autrement cette espèce de joie qui, devant l'existence, devrait nous commander. Je pense que c'est personnel. Ensuite, si on veut traduire ça collectivement, je reprendrai ce que disait Gabriel tantôt, ce serait une forme de lucidité collective. Nous devons nous délivrer de cette promesse terrible des lendemains qui chantent. Pourquoi? Mais je me demande, est-ce qu'on ne peut pas aussi appuyer sur le collectif pour imposer aussi un petit peu ce bonheur au collectif? Mais Michael qui pose cette question, pour lui, pour vous, Mathieu Bock-Côté, le pessimiste est-il une démarche collective ou personnelle? C'est bien ça, hein, Michael? Oui, absolument. Et puis surtout que cette lucidité, que ce soit une sorte de protection face à la société anxiogène. Oui, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il nous faut avoir une forme de lucidité collective. Donc, savoir, c'est une forme de méfiance naturelle envers tous ceux qui veulent faire notre bonheur malgré nous. Premier élément. Deuxième élément, c'est une manière aussi de se mettre en garde contre tous les pseudo-experts qui prétendent avoir une solution toute faite à tous les problèmes de l'existence. Encore une fois, ces gens-là font le sacrifice du sens commun, du simple bon sens qui permet quelquefois de traverser l'existence de manière plus éclairée. Et je reviens sur l'histoire du 20e siècle, parce que qu'est-ce que c'est le 20e siècle? C'est le siècle où on a voulu faire imposer aux gens leur bonheur malgré eux. Il y avait des espèces de grands prêtres collectivement qui étaient capables de nous imposer à tous leur idée du bien, du juste et du vrai. Et je suis convaincu d'une chose, la société parfaite est l'avant-dernier pas avant la société policière. Et de ce point de vue, je pense que nous devons nous réconcilier avec l'imperfection du monde, qui est l'autre nom d'un monde libre. On a voulu faire notre bonheur malgré nous et aujourd'hui, moralité, on a toute une génération d'ados, de pré-ados qui sont dans le désespoir, dans le mal-être le plus total et qui cultivent ce mal-être. C'est quand même incroyable. On en est là. Parce que ça, c'est l'envers de la chose.
On a une espèce d'univers, ça c'est l'héritage en fait des 70 dernières années. Une forme de nihilisme s'est imposé avec ensuite une forme de religion inversée, le progressisme obligatoire, qui est un progressisme de scarification morale et physique. C'est assez particulier. Incroyable. Mais moi, je pense que ça, sur le plan collectif, donc je distingue le collectif du politique, dès lors on en parlait tantôt, dès lors qu'on arrache l'homme à ses racines, dès lors on le détache de la chaîne de la continuité, dès lors qu'il évolue dans un monde vide, un monde froid, un monde fait de règles plutôt que de densité de substance, eh bien, ce monde est un monde qui pousse au désespoir. Et vous noterez, je pense que la société contemporaine est une société qui ne se consomme plus à froid. Les gens ont besoin d'antidépresseurs, besoin de drogue, besoin d'alcool sur le mode presque médical, besoin des jeux vidéo jusqu'à devenir fous, sont dopés aux écrans. Il y a quelque chose dans ce monde qui fait qu'on ne peut pas le tenir à froid. Merci beaucoup à Michael de nous avoir appelé en direct sur Europe 1 pour cette question que vous avez posée à Mathieu Bock-Côté. Le pessimisme est-il une démarche collective ou personnelle? Page 175, c'est un langage de substitution. La France charnelle et historique est devenue invisible, ou plus exactement, il n'est plus permis de la mentionner dans son identité spécifique, mais elle existe encore. C'est le livre de Mathieu Bock-Côté, Le pessimiste joyeux, qui vient de paraître aux éditions Fayard. Gabriel, je vous donne la parole dans un instant. Juste une question d'abord de Sadia, qui nous appelle d'Île-de-France, qui a une question. Elle est enseignante. Elle a une question pour vous, Mathieu Bock-Côté. Bonjour, Sadia. Bonjour Christine. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe, Gabriel, Mathieu. Je vous appelle par votre prénom, mais bon, on n'est pas familier. Oui, c'est la famille. Voilà, c'est la famille. Alors, vous êtes enseignante et vous rejoignez-vous ou pas les propos de Mathieu Bock-Côté? Ah ben oui, malheureusement, bien souvent, je suis d'accord avec Mathieu pour plein de trucs. Je le dis pas aussi bien, mais oui, je suis d'accord. Après, je veux garder encore de l'espoir. Ouais, je veux garder encore de l'espoir qu'on peut encore changer les choses. Oui, et vous avez envie de demander aussi à Mathieu Bock-Côté, si j'ai bien compris, est-ce qu'il a des solutions pour éviter un comportement pessimiste dès l'école? C'était ça votre question, Sadia? Alors, c'était pas forcément pessimiste, c'était en rapport à des propos que vous avez tenus tout à l'heure, et Mathieu aussi, sur l'assistanat et la façon dont les gens attendent qu'on leur dise toujours tout. Mangez comme ça, lavez votre jean à telle heure, faites ceci, faites cela. Oui, mais alors ça, c'est pour, on va dire, nous, en tant qu'adultes, on se dit, à la limite, je laverai mon pantalon quand je veux. Si on a encore l'esprit critique et tout. Mais nos enfants, là, moi j'ai des petits de 8 ans, ils me posent des questions, on va dire, de vie pratique, à laquelle je suis souvent démunie, parce que quand vous répondez pas favorablement, vous êtes méchante. Alors je vous donne un exemple, c'est souvent, maîtresse, est-ce que je peux ne pas mettre mon manteau? Ou est-ce que je dois mettre mon manteau au moment de sortir en récréation? Et ça, c'est un truc, je me dis toujours, si tu as chaud, tu mets pas ton manteau. Si tu n'as pas chaud, tu mets ton manteau. C'est crucial ce que vous dites, Sadia. C'est incroyable. Voilà. C'est crucial, c'est fou. Et c'est très difficile d'apprendre à... Oui, c'est très difficile. Déjà, les enfants et les adolescents ont de moins en moins confiance en eux. Ça, c'est clair pour l'avoir vu en tant qu'enseignante. Et c'est vrai aussi que je trouve aussi que les enfants, ce qui est très dur en tant que parents, en tant qu'enseignants, c'est de leur apprendre à avoir leur propre libre arbitre. Oui, tout à fait. Et ça, c'est que moi, j'ai essayé avec ma fille, j'essaye de le faire. J'ai dit, mais arrête de voir. Elle me demande, maman, qu'est-ce que je fais, maman. J'ai dit, mais réfléchis toi-même. Qu'est-ce que tu veux pour toi? On n'encourage plus à réfléchir. Et c'est très difficile. Mathieu Bock-Côté, répondez à Sadia. Et ensuite, j'ai une dernière question pour vous qui va être la suivante. Quel conseil, justement, vous allez donner à un jeune qui veut rester enraciné? Mais d'abord, Sadia, répondez à Sadia. Je vous dirais, je comprends le jeune enfant. Par définition, le rôle de l'adulte est de décevoir l'enfant et de décevoir l'adolescent en disant non. C'est-à-dire, quel est le propre de l'enfance et de l'adolescence? C'est une espèce de désir, je disais, tyrannique, qui n'est pas encadré, qui n'est pas civilisé et qui voudrait être absolument hégémonique et s'emparer de tout. Donc, c'est absolument désagréable pour un parent d'être capable de dire non, mais dire non, c'est l'autre nom de la civilisation, quelquefois. C'est-à-dire, même de la part de l'État, si l'État dit oui à toutes les revendications qui lui arrivent, un jour, très, très, très concrètement, ça fait un État absolument ingérable, un État surendetté, un État impuissant, un État obèse, lourd et morbide. Donc, il y a des conséquences à ne pas savoir dire non. Et de ce point de vue, je pense que c'est la fonction verticale, la fonction presque paternelle, on aurait dit autrefois, qu'il faut restaurer dans nos sociétés. Mathieu Bock-Côté en direct sur Europe 1, il est 12h39. Merci infiniment, Sadia, de nous avoir appelé. Question Gabriel Cluzel, et ensuite on accueille David Duquesne.
Oui, finalement, vous dénoncez, on vient d'en parler d'une certaine façon, vous dénoncez souvent dans vos chroniques l'État Big Mother qui nous dit ce que nous devons faire. Mais est-ce que ce n'est pas lié précisément au détricotage civilisationnel que vous avez souligné tout à l'heure? C'est-à-dire que, vous savez, le Norbert Elias racontait que les mœurs de l'Occident se sont construites comme une sorte de corset moral, des mœurs, voilà. Et quand il n'y a plus de mœurs, il faut des lois. Donc, vous citiez l'exemple du téléphone, on est obligé de dire aux gens ce que la décence commune, si j'ose dire, devrait leur dicter intérieurement, sans qu'on ait besoin de le dire. Est-ce que cet état Big Mother, il n'est pas lié à ce détricotage? Mais bien sûr, plus on détraditionnalise, plus on déconstruit, plus on va remplacer les mœurs par les règles par des lois. Ça, j'en suis convaincu. Ensuite, ce n'est pas une raison, je pense, pour consentir à cette réglementation intégrale de l'existence. La restauration des libertés ne devrait pas être conditionnelle au retour des traditions. Je pense que l'exercice de la responsabilité, de la liberté, c'est quand même ce vers quoi nous devons tendre comme individus et comme société. Alors, je vais faire une petite confidence dans un instant sur Mathieu Bocoté, mais d'abord, j'aime bien parce que ça vous donne des palpitations. Toujours. quand je vois des choses sur Mathieu Bocoté. David Duquesne, merci de nous avoir rejoints dans le studio d'Europe 1 pour votre livre Neuf et pas ton français aux éditions Grasset. Grasset, on a des choses à dire dans un instant. Mais d'abord, quel conseil vous donneriez, Mathieu Bocoté, à un jeune qui veut rester enraciné? D'abord, avant tout, je pense de s'enraciner dans sa propre culture. Oui. Ça, c'est fondamental. Le mot enracinement, c'est une proposition philosophique, mais ensuite, c'est une capacité de vivre selon ses traditions, sa coutume, sa culture, et ainsi de suite. Donc, quand on parle beaucoup de ces temps-ci du canon français des banquets, c'est une volonté de ressaisir une authentique tradition populaire que cela. Donc ça, je pense que vivre enraciné dans sa propre culture, donc par la médiation de la littérature, par la gastronomie, par la découverte du paysage, tout ça, c'est très concret. Et ensuite, collectivement, il y a des solutions. Mais le point de départ, c'est de ne pas être un interchangeable mondialisé. Le pessimiste joyeux vient de paraître aux éditions Fayard avec Mathieu Bocoté, sociologue essayiste. David Duquesne, comment vous réagissez là, à ce que vient de dire Mathieu Bocoté, être enraciné dans sa propre culture pour pouvoir justement rester heureux, pour faire simple? Oui, je réagis très bien parce que c'est quelque chose qui Je dis ça parce que vous êtes métisse à la fois. Alors je suis métisse, mais je suis complètement assimilé à la culture française parce que j'ai été éduqué dans cette culture, tout en vivant à côté de la culture musulmane de ma famille maternelle. Donc pour moi, ça n'a pas été quelque chose de violent. Quand j'entends parler de bonheur, oui, c'est un vrai bonheur. Et j'en parle à la fin de mon livre où j'explique qu'il n'y a rien de violent là-dedans, qu'au contraire, ce que la France propose en termes de culture, c'est tellement riche, c'est tellement beau que ça n'est pas du tout une violence.